Alors, bonsoir et bienvenue à une autre entrevue présentée à la scène La Confidente. Je suis Philippe Doherty, journaliste à CKVM FM 93.1, la voix du Témiscamingue, mais surtout un fan du président d'honneur de cette 46e édition du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue, présentée cette année chez nous, à Ville-Marie, à l'Aréna Frère-Arthur-Bergeron. Patrick Sénécal, c'est un immense honneur pour moi de pouvoir te recevoir en entrevue et tenter de faire découvrir aux gens davantage la personne derrière Patrick Sénécal au cours de la prochaine heure. D'entrée de jeu, comment ça se passe le séjour ici? Parce qu'il faut se le rappeler, le premier Salon du Livre auquel Patrick Sénécal a participé, c'était en 98, ici à Ville-Marie. Non, c'était en 2001. En 2001? En 2001, le premier salon d'Abitibi-Témiscamingue que j'ai fait, parce qu'il y en a 5, hein, vous savez comment ça fonctionne, là, je vous apprends rien. Le premier que j'ai fait de cette série-là, c'est Ville-Marie en 2001. Après ça, je suis revenu en 2011, et là, me voilà à chaque 10 ans. Fait que si tout va bien, il m'en reste peut-être 2 à faire dans ma vie. Oh. On va espérer plus que ça, quand même. Aussi, c'est ça. Patrick, natif de Drummondville, en octobre 67. Ouais. Beau dommage, nous le disons, en 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, l'année de l'expo. Qu'est-ce que tu retiens de l'adolescence, de l'enfance à Drummondville? Moi, si on faisait j'ai eu une adolescence puis une enfance tellement normale, mais justement normale, donc sans problème grave, sans... En fait, si on faisait ma biographie un jour, il faudrait que ça commence à peu près à 21 ans, 22 ans. Parce qu'avant ça, franchement, il n'y aurait pas grand-chose de si intéressant que ça à dire. J'étais bien heureux. J'étais pas un gars hyper... j'étais pas dans les cools de l'école, évidemment. Mais j'étais pas dans les rejets non plus, parce que le fait que j'écrivais des histoires, justement, ça me rendait curieux. Fait que les cools lisaient mes histoires en disant « Crime, c'est spécial, il écrit des histoires, ce gars-là. » Fait que c'est comme ça que je me faisais un peu de popularité en écrivant des histoires. Je trouve ça bien le fun que le monde lit ça. Puis je voulais devenir médecin, moi, quand j'étais adolescent. Je suis rentré au cégep de Drummondville pour devenir médecin en sciences pures. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça n'avait aucun rapport avec ce que je voulais faire. Les cours de maths, les cours de sciences, c'était terrible. Et quand j'ai su que ma mère... Quand j'ai senti que j'avais pas la permission, mais l'espèce de... assentiment de ma mère qui a fait « Patrick, fais ce que tu veux ». Moi, j'avais l'impression que... Je me suis rendu compte que je faisais ça un peu pour ma mère qui aurait été tellement fière. Mon père, lui, il croyait pas que je deviendrais médecin. Il a eu raison. Puis ma mère, elle a dit « Patrick, tu vas aller en Nord-Élette? Vas-y en Nord-Élette. Vas-y, mon gars, sois heureux. » Là, quand elle m'a dit ça, là, je suis flyé en Nord-Élette, puis j'ai fait mes études en littérature. Ça, c'est pas de mal. Et après ça, je me suis emmené à Montréal. D'accord. Et Drummondville demeure très présente dans l'œuvre de Patrick Sénécal. On y fait souvent référence. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller se raccrocher à ça? Et est-ce que c'est une ville qui est si inspirante pour le suspense, l'horreur en tant que tel? Ou on a voulu lui donner cette touche-là? Pas en tout. Les gens qui ne connaissent pas Drummondville, s'ils suivent juste à mes romans, ils vont être très déçus quand ils vont arriver à Drummondville, là, parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans Drummondville. C'est bien correct comme ville, mais c'est comme n'importe quelle ville de 75 000 habitants du Québec, là, ni plus ni moins. Là. Non, en fait, le premier flash de ça vient de Stephen King. J'aimais ça que Stephen King, il faisait toujours référence à Derry, dans Stephen King, il y a beaucoup de villes à Bangor. Il y a souvent des villes dans Stephen King qui reviennent. Il y en a qui existent, Bangor existe, Derry l'a inventé. Fait que moi, je trouvais ça le fun d'avoir une ville aussi qui revient. Puis pourquoi pas la mienne? Pourquoi pas la ville où je suis né, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence? Fait qu'au début, c'était des clins d'œil. Puis là, c'est devenu un espèce de... C'est devenu un défi là, d'essayer de la plugger dans chacun de mes livres. Et même si je peux faire en sorte que ça se passe à Drummondville, moi le faire. C'est pas toujours possible. Il y a des romans que ça peut pas être dans une ville comme ça. Il y a des romans qu'il faut que ça soit plus dans des grandes villes, comme pas le vide, mais Hell.com, ça ne peut pas se passer à Drummondville. Il y a Fin qui aurait pu se passer à Drummondville parce que je parle d'une petite ville, justement, dans laquelle il se passe des choses épouvantables, mais comme je voulais pas montrer que Drummondville, tout le monde est devenu un peu fucké, mais là, je l'ai inventé. Mais il y a quand même moyen... Il y a toujours quelque chose qui se passe à Drummondville dans mes romans, ou un personnage qui vient de là. Fait que oui, je suis en train de faire une réputation à Drummondville qu'elle est beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'est en réalité. Et pour devenir auteur, il faut d'abord savoir bien écrire, bien lire. Quel type d'élève on avait devant nous, Patrick Sénécal, si on était un prof au secondaire, au cégep, au niveau du français, quel type d'élève ça pouvait être? Bien, au niveau du secondaire, même au primaire, même au cégep, côté français, en français, j'étais un bon élève, évidemment.
Je réussissais beaucoup mes cours de français, j'écrivais bien, je faisais pas beaucoup de fautes. C'était mon cours préféré aussi. Mais j'étais un étudiant, en tout cas au secondaire et au primaire, j'étais un étudiant très tannant. J'étais vraiment tannant. J'étais très clown. Je faisais toujours des blagues et tout ça. Puis les profs, ils étaient embêtés parce que d'un côté, j'étais bon, j'avais des bonnes notes. J'étais pas méchant, je riais pas d'eux autres, j'étais juste tannant. Fait qu'ils me disaient juste, arrête de parler, arrête de faire des blagues, suis un peu, là, soit ton affaire. J'avais bien de la misère à suivre. Fait que, au cégep, évidemment, tu peux plus faire ça. Au cégep, tu te calmes les nerfs. Au cégep, en fait, tu fais des blagues au bon moment, quand c'est le temps, tu sais. Fait que j'avais maîtrisé ça. Fait que j'étais un étudiant qui était... J'ai jamais aimé l'école tant que ça, par exemple. C'est bizarre, hein? Et je suis devenu prof, pourtant. Mais j'ai jamais aimé l'école tant que ça. J'ai toujours de la misère à ce qu'on me dise, fais un travail parce qu'on veut que tu fasses un travail, parce qu'il faut, tu sais, l'autorité, l'autorité qu'on m'impose des horaires, j'ai toujours un peu de misère avec ça. Fait que quand je suis devenu prof, j'imagine que j'ai essayé de devenir un prof comme j'aurais aimé avoir, et j'en ai eu des bons profs d'ailleurs aussi. Mais j'aimais apprendre dans les cours, j'aimais écouter un cours, j'aimais ça. Mais l'idée de vous devez remettre un travail, telle date, de tel nombre de mots, ça m'énervait. Et pourtant, j'ai fait un bac en littérature à l'université. Fait que pour un gars qui n'aimait pas trop l'école, je me suis quand même... j'ai commencé une maîtrise et là, là, c'était pas possible. C'était plus possible. Là, j'ai tiré à la plug. Mais j'ai quand même eu mon bac. Fait que finalement, j'ai pas trop souffert. Le premier roman qui a marqué, qui a été un point tournant dans la vie de Patrick Sénécal, ce serait lequel? Je dirais que c'est Sur le seuil parce que quand Sur le seuil est sorti, ça a attiré l'attention d'Éric, qui est mon troisième roman. Ça a attiré en 98. On va placer les choses. C'est Éric Tessier, le réalisateur de film, qui l'a lu puis qui m'a appelé, qui a dit « J'ai lu ton roman, j'aimerais ça qu'on essaye de faire un film avec ça. » Puis on l'a fait. Fait que ça, je dirais que c'est le premier tournant parce que quand Sur le seuil est devenu un film, c'est sûr que ça a attiré l'attention sur moi, sur mes romans et tout ça. Puis l'autre gros tournant, c'est Le Vide. Quand j'ai écrit Le Vide, après Le Vide, j'ai pu arrêter d'enseigner complètement puis de gagner ma vie juste en écrivant. Il s'est vraiment passé quelque chose avec Le Vide. On en parlait partout. Je me suis mis à passer à la télé. Il s'est passé quelque chose avec ce roman-là qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup attiré l'attention des gens. Fait que je dirais que c'est ces deux romans-là. Un qui a fait que je me suis mis à être connu et l'autre qui a fait que j'ai pu devenir un auteur à temps plein. Puis disons-le, un comme l'autre, c'est des romans qui ont aussi été marquants pour le lectorat au Québec. Le Vide, qui est en 2 tomes, c'est quand même un défi pour un auteur de dire, OK, on lance pour la première fois un livre qui se sépare en 2 étapes. Bien, ça veut dire qu'il est en 2 tomes en livre de poche, mais quand on l'a sorti en grand format, c'était 1 tome. Ce qui était flyé, c'est que tous les chapitres sont mélangés. Puis, Sur le seuil, ce qui était particulier, c'était du fantastique, puis du vrai fantastique surnaturel, là, oui, qu'on faisait pas encore tant que ça au Québec. On en faisait, mais c'était plus underground. Puis Le Vide, ben, c'était l'envergure de ce roman-là. C'est un roman extrêmement déprimant, c'est un roman qui avait matière à controverse. Je sais que j'ai reçu des messages de gens qui ont dit « C'est terrible, ce roman-là. C'est un roman que vous encouragez le suicide. Vous dites que les gens... » C'est pas vrai, c'est pas ça, mais je peux comprendre qu'on peut le voir comme ça si on le lit rapidement et qu'on voit pas... Parce qu'au bout du compte, ce roman-là, à la fin, je pense que ça dit qu'il faut vivre malgré tout. Mais oui, c'est un roman déprimant. Oui, c'est un coup de gueule de notre société. C'est pas un... J'ai écrit ça, j'étais en crise. J'étais en crise contre ben des affaires, contre la télé-réalité, contre la société, contre l'inertie sociale. Puis je venais non, j'avais pas 40 ans encore, mais je m'en allais sur mes 40 ans. Fait que ma blonde a dit en rien, c'était ta crise de la quarantaine. Elle a peut-être raison. Mais c'est un roman qui a fait beaucoup, beaucoup parler de moi. Puis finalement, au bout du compte, c'est le roman dont je suis le plus content. C'est le roman dont je suis le plus fier parce qu'il a vraiment été difficile à faire. J'ai vraiment bûché là-dessus. Là. Ça a été extrêmement compliqué. Et finalement, si je me fie aux critiques et tout ce que les gens me disent de ce roman-là, ben, ce que je voulais dire a été compris. Ça a été... fait que je suis content. Je suis très, très, très content. Il y a Elle.com qui vraiment était tout de suite frappant. Personnellement, pour en avoir lu plusieurs, ça a été le plus difficile à lire, je crois. Du moins du point de vue du lecteur, du fan, c'était le fait qu'on a tellement l'impression que c'est une histoire qui pourrait se réaliser. On abordait le sujet du dark web qui, aujourd'hui, on en entend davantage. Avant que le mot dark web existe. Effectivement. Et véritablement, ça a été non pas une torture à lire, mais quelque chose qui a été long. D'ordinaire, je les dévore et celui-là a été extrêmement long parce que à chaque fois, il fallait prendre un pas de recul, de dire OK, mais c'est tellement réaliste qu'on a l'impression que c'est inspiré de faits vécus ou presque, là, en quelque part.
Mais moi, quand j'ai pensé à ce roman-là, je me suis juste dit, je me rappelle plus exactement, mais j'avais lu des articles sur Internet qu'on disait qu'il se passe des choses sur Internet, des fois épouvantables. Je me suis dit, pourquoi pas écrire un roman là-dessus, effectivement? Jusque où? Moi qui s'intéresse à la noirceur de l'âme humaine, je me suis dit, imagine des gens, imagine comment Internet peut devenir un outil épouvantable et terrible pour justement aller au bout de nos pires fantasmes, nos pires instincts, tout ça. Et là, je me suis mis à imaginer un site international où tu peux t'inscrire, et c'est les très, très, très riches. J'avais aussi l'idée que les très, très... Je pense qu'il y avait un riche qui venait de se faire pogner, là, je me rappelle plus lequel, un homme d'affaires milliardaire qui avait été pris à coucher avec des prostituées qui étaient déguisées en nazis, puis qu'il les fouettait toutes. Je me suis dit, il y a des gens tellement riches qui ont l'impression qu'ils ont droit de vie ou de mort sur les autres. Et je me suis dit, faisons un site Internet qui exploite ça. Et là, il faut que j'aille loin parce que je vais montrer jusqu'où ça peut aller. Puis là, j'ai fait la comparaison avec l'enfer, Dieu, tout ça, les damnés. Moi, je me suis amusé à faire ces comparaisons-là. Mais ce que je savais pas, c'est que je parlais du Dark Web. Oui. Et le Dark Web existait sans doute à l'époque, mais le mot Dark Web, en tout cas, s'il existait, on n'entendait pas parler. Et quand, quelques années après, on s'est mis à parler du Dark Web, il y a des gens qui nous voient et ont dit « Crime, Patrick, c'est de ça que tu parlais dans le vide. » Puis j'ai fait « Ben oui, donc, c'est pas que je savais que ça existait, mais je me disais pourquoi pas? Pourquoi ça n'existerait pas? » Puis je pense que le livre, tu dis c'était tellement réaliste, puis que quand le livre est sorti, les gens, il y en a qui ont capoté ce roman-là parce qu'ils m'ont dit « Penses-tu que ça se peut, tout ça? » Puis je dis « Oui, je pense que oui. Oui. » Aujourd'hui, si on sortait L.com, je pense que personne ne remettrait ça en question maintenant, parce qu'on le sait. Mais à l'époque, c'est comme si j'avais entrouvert une porte sur des choses horribles que je dis, moi, à mon avis, ça se peut, ça. Puis les gens qui étaient habitués à avoir Internet juste pour le côté le fun, on dit, hey, ça peut être élevé, Internet, là. Puis moi, ben, j'ai évidemment, avec l'imagination que j'ai, je suis un de ceux qui a dit, ben, allons explorer ce côté dark, là. Puis malheureusement, je pense qu'il y a plein de choses là-dedans qui se peuvent. Et, oui, tout à fait. Ce qui est typique d'un grand auteur, c'est d'être capable de témoigner de son époque et même des fois de prévoir certaines choses. Je pense que dans ce cas-là, ça s'est très bien traduit. Je pense pas que je l'ai prévu, ça existait tout ça, mais je pense que j'ai mis j'ai mis un univers là-dessus. J'ai ouvert une porte là-dessus en disant, regardez, là, moi, à mon avis, il y a des choses terribles qui se passent. Puis on a juste démontré plus tard que oui, c'était le cas. Fait que non, j'ai pas inventé ça, je l'ai pas prévu, mais j'ai mis le doigt dessus, en tout cas. C'est ça. J'ai mis le doigt sur un bobo qu'on savait pas encore qu'on avait, là. Je reviens un peu à ce qu'on fasse découvrir Patrick Sénécal aux gens qui sont là avec nous présentement. L'auteur préféré, on y a fait référence tantôt, Stephen King. Est-ce que Stephen King est un auteur préféré pour Patrick Sénécal? Plus maintenant. Je me suis... là, comme il est américain, si c'est un auteur québécois, je dirais pas ça, mais comme c'est un auteur américain, je peux même me permettre de dire ça. Il me connaît pas, il s'en fout, il est milliardaire, fait que, gars. Mais puis il est plutôt sympathique en plus. Il est très, très sympathique. En entrevue, tout ça, je le trouve... c'est un gars intelligent. Mais ses livres, honnêtement, depuis une vingtaine d'années, j'ai essayé plusieurs fois, puis ça me touche moins. Je trouve qu'il s'est mal renouvelé, personnellement. Je trouve qu'il est trop gentil dans ses fins. Je trouve qu'il est trop les gentils et les méchants un contre l'autre. C'est bon. J'aime moins ça. Alors que j'étais un fan fini, là. Je trouve qu'il a écrit de grands romans de terreur, là. Pour moi, Pet Sematary, c'est encore sans doute le livre le plus terrifiant que j'ai lu dans ma vie, là. C'est terrible, ce roman-là. Et c'est un de ceux qui m'a donné le goût d'écrire de l'horreur, clairement, là. À l'adolescence, quand j'ai découvert ce gars-là, c'était un maître, là, pour moi, là. Mais là, non. Là, je le lis moins, même si je respecte encore cet auteur-là. Non, maintenant, les auteurs il y en a plusieurs. C'est pas... je pourrais pas nommer un auteur... On me dirait, c'est quel auteur t'influence en ce moment? Je pense que rendu à un certain âge, quand tu as écrit ça fait 20 ans que j'écris, que je publie, je pense plus que tu peux dire tel auteur t'influence. Je pense qu'on est rendu la somme de nos influences, en fait. On a lu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on lit encore beaucoup de choses, et je pense que tout ça fait un travail en nous, dans notre tête. Puis, tu sais, à chaque fois que je lis un bon roman, j'ose espérer que ça fait de moi un meilleur écrivain. Moi, j'étais un fan de Dostoïevski. Dostoïevski, j'ai pas la prétention de penser que j'écris comme Dostoïevski, mais la manière que Dostoïevski écrit ses dialogues, je trouve qu'il y a quelque chose de moderne là-dedans qui, je pense, m'a un peu influencé pour mes dialogues. En tout cas, j'espère. Mais je dirais jamais je suis inspiré par Dostoïevski. Ça n'a pas d'allure. C'est prétentieux à mourir. Mais c'est ça. Fait que je pense. Mais il y a des auteurs que j'admire beaucoup, là. André A. Michaud, comme québécoise, qui écrit du thriller policier.
Elle écrit de manière extraordinaire. J'ai lu aussi un roman d'horreur qui s'appelle Troupe 52 chez Alto, ici, écrit par Nick Cutter, qui est extraordinaire. Mais je lis plein de trucs qui sont pas de l'horreur ou du policier, là. Moi, j'étais un fan de Romain Gary, j'étais un fan Émile Zola, je suis un fan de Marie-Hélène Poitras, qui écrit pas de l'horreur pantoute, quoi, qu'elle peut faire des choses assez rock'n'roll. Fait que ça va dans la trilogie de la bête, là, David Gaudreau. Oui. C'est assez trash qu'il fait, mais il y a un humour là-dedans assez hallucinant. Fait que je lis toutes sortes de choses. Je lis pas juste, puis même j'en lis pas tant que ça de l'horreur puis du roman noir, parce que je suis bien difficile puis je suis bien chialeux, vu que j'en écris. Impressionnez-moi, là, parce que je sais comment ça marche en tabarnouche, là, ces histoires-là. Mais quand j'en vois de la bonne, je suis bien content. En 1999, tu as participé à un recueil de nouvelles, le Fenêtre secrète sur Stephen King. Mon Dieu, t'es au courant, toi? Il y a 2 nouvelles qui ont paru dans ce livre-là de Patrick Sénécal, dont Au trouble, qui s'est retrouvé dernièrement dans Patrick Sénécal présente, oui, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'entrevue. La différence pour Patrick Sénécal et l'importance que ça peut avoir de faire la distinction entre la nouvelle et le roman, ce serait quoi? Au départ, je suis pas un novelliste. C'est pas naturel pour moi d'écrire des nouvelles. En fait, toutes les nouvelles que j'ai publiées, c'est parce qu'on me l'a demandé. C'est parce qu'on m'a demandé de faire des nouvelles. On m'a dit, peux-tu écrire une nouvelle pour telle collection? Peux-tu écrire une pour tel projet? Puis souvent, j'accepte parce que justement, ça m'oblige à penser différemment, à aller dans un autre type de minding, excusez-moi l'anglicisme. Mais spontanément, je ne suis pas quelqu'un qui fait des nouvelles. Parce que quand tu fais une nouvelle, effectivement, c'est un moment, c'est un moment précis et court de la vie de quelqu'un. Moi, ce que j'aime dans mes romans, c'est explorer la descente aux enfers d'un personnage. Et ça se fait dans le temps. La nouvelle, tu peux pas faire ça. Fait qu'il faut que tu prennes quelqu'un qui est déjà pris dans quelque chose. Tu sais, c'est comme... Puis ça, ben, ça oblige de réfléchir différemment. Tu peux pas perdre de temps. Tu peux pas explorer toute la psychologie lointaine du personnage, son passé. C'est de l'efficacité, là. C'est un instantané. Fait que j'ai pas ce réflexe-là naturellement, mais j'aime ça, faire l'exercice. Parce que des fois, je sors des nouvelles que je pensais pas sortir. Et souvent aussi, je fais des nouvelles qui sont pas de l'horreur quand je fais ça. Ça me permet d'aller voir des fois, de faire de l'humour, de faire de l'absurde. Beaucoup de nouvelles que j'ai écrites sont plus humoristiques qu'horrifiques. J'en ai eu des horrifiques aussi, mais souvent, sont humoristiques. Fait que c'est ça qui est le fun dans... Mais je me vois pas demain matin me dire, tiens, je vais écrire un recueil de nouvelles. Je vais écrire 10 nouvelles en ligne, faire un recueil. Mon cerveau, il est pas fait de même au départ. Il y a eu l'enseignement de la littérature, du cinéma au cégep. Qu'est-ce qui a ressorti de cette expérience-là dans l'écriture de Patrick Sénécal? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas si... J'imagine qu'enseigner a dû me faire écrire différemment. C'est une bonne question. Peut-être une forme de... Je suis quelqu'un qui fait des plans, qui a besoin... Ma blonde a dit souvent... L'endroit où tu es le mieux organisé dans ta vie, c'est quand tu écris. Alors que dans la vraie vie, je ne suis pas très organisé. C'est bon. Mais quand j'écris, je suis organisé. Fait que peut-être que l'enseignement m'a amené ça, cette rigueur-là. Pourtant, j'ai commencé à faire des plans avant d'être enseignant, mais déjà, j'étais à l'université, puis j'apprenais la littérature pour devenir enseignant. J'ai l'impression que le fait de devoir préparer un cours, le fait de devoir communiquer un cours à un public, m'a peut-être amené ce souci-là d'organiser mon roman, d'organiser mes journées de travail et d'être conscient qu'il y a des gens qui me lisent. Pas être conscient qu'il y a des gens qui me lisent dans le sens qu'il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Ça, je m'en fous comme l'an 40. Je ne veux pas dire que je me fous de vous autres, mais je veux dire que je ne vais pas vous donner... Je vais pas mettre... je vais mettre une histoire d'amour là parce que le monde veut ça. Ben là, je vais le faire mourir parce que le monde, il l'aime pas. On fait 25 pages qu'il n'y a pas eu de sang. On va mettre un peu de sang parce que le monde va se tanner. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, tu t'adresses à des gens qui vont te lire. Sois clair. Accroche-les. Arrange-toi pour que les gens qui te lisent, que ce que tu veux dire soit compris. Je ne veux pas faire des livres obscurs que personne ne comprend. Là. Ça ne me tente pas. Là. Mais même si mon prochain roman, il est limite des fois là de ça, je pense que toutes les clés sont là pour le comprendre pareil. Là. Puis je pense qu'au bout de compte, je pense que c'est assez facile à comprendre quand on se rend jusqu'à la fin. Mais alors peut-être que l'enseignement m'a apporté cette espèce de rigueur-là et le côté pédagogique. Et d'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, je suis très bavard dans mes romans. Et ça c'est peut-être à cause d'enseignement.
Des fois, je veux trop être compris même. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je relis quand je fais mon premier jet et que je relis, les romanciers ont fait 3, 4, 5 versions de nos romans, là, des fois plus. Et à chaque version, je coupe, j'en enlève. Parce que mon premier jet, j'en dis ben trop. Si vous lisiez mon premier jet, vous direz « Hey Patrick, on n'est pas des imbéciles, on a compris, là, t'as pas besoin de tout nous dire de même. » là. Ça vient peut-être du prof qui veut tout. Et là, il faut que j'en enlève parce que là, c'est un roman, puis il faut faire confiance à l'intelligence des lecteurs. Et ça fait aussi partie du style d'écriture de d'écrire beaucoup, qu'on puisse faire une mise en situation, oui. Une mise en pièce qui est véritablement une mise en place qui est vraiment très ça, la mise précise. En place, ça me dérange pas, mais des fois, je répète des informations que... Parce que j'espère que je fais pas ça dans mes dernières versions, mais mes premières versions, j'ai tendance à prendre trop le lecteur par la main. Puis vous rappelez-vous que j'ai dit ça il y a 5 pages? Ben oui, j'espère qu'il s'en rappelle quand même. Là, c'est pas bon. Fait que voilà, c'est juste ça qu'il faut que je fasse attention. On a parlé de la médecine tantôt qui a été un intérêt plus jeune. Très bref. Avant de se tourner vers les lettres. Est-ce que d'écrire de l'horreur et aussi d'accompagner tous ces romans-là par de la recherche auprès de thanatologues, de médecins, de spécialistes, est-ce qu'en quelque part, ça découle de l'intérêt qui est peut-être demeuré un peu inassouvi par rapport au corps humain? Je sais pas. Je sais que quand je l'ai donné médecin, je l'ai donné chirurgien. Ce qui m'intéressait, c'était effectivement de jouer dans le corps humain, d'aller ouvrir ça puis fouiller dans le corps. Il y a quelque chose là-dedans qui... Puis mon parrain était médecin, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Fait que peut-être que oui, peut-être que de jouer dans le corps humain, il y avait peut-être cet intérêt-là au départ plus que... C'est quand je me suis mis à étudier en sciences, c'est ça que je me suis rendu compte, hey, attends une minute, là, devenir médecin, c'est pas juste prendre un bistouri pour ouvrir du monde. Je me suis rendu compte que j'avais des années d'études devant moi, ce qui me donnait le vertige. Là. Mais oui, peut-être qu'il y a un peu un dérivé de ça. C'est pas impossible parce qu'effectivement, quand il y a des trucs de médecine dans mes romans, je fais des recherches, je demande. Les 7 jours du talion, par exemple, où on a un gars qui torture, qui est un médecin d'ailleurs dans le roman. C'est un médecin qui torture pendant 7 jours l'assassin de sa fille. Ben, j'ai une amie médecin qui m'a beaucoup aidé. Je disais là, jusqu'à quel point qu'on peut torturer quelqu'un sans le tuer? Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un puis que ça le fera pas mourir? Elle me dit, tu sais, Patrick, quelqu'un qui peut vivre, là, tu peux y faire beaucoup, beaucoup d'affaires. Parce qu'en plus, il est médecin, ton gars, il peut amener des solutés, il peut amener des antibiotiques et tout ça. Fait que, il peut le garder longtemps, pas mal. Fait que ça m'a aidé. Puis elle m'a aussi donné des cues pour l'opération qui est fait à froid, comment ça fonctionne. Fait que oui, l'intérêt docteur est peut-être jamais très, 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 très loin malgré tout. Les livres de Patrick Sénécal mettent en scène des personnages assez torturés, disons-le. Le rapport entre le bien et le mal est souvent évoqué dans le propos. D'où vient le flot continu d'inspiration pour le côté sombre de l'esprit humain? Je ne sais pas. Ça, c'est un... Ça fait 25 ans qu'on me pose la question, ça fait 25 ans que j'essaie d'y penser, puis je ne sais pas. La seule chose que ma blonde, en tout cas, ma blonde est psychologue, hein, je le dis souvent, là, mais ma blonde est psychologue, ce qui est quand même une bonne chose pour moi avec le genre de trucs que j'écris. Puis elle m'aide en plus. Je veux dire, elle m'aide dans la vie, mais elle m'aide pour mes livres. Puis elle me dit, en tout cas, une chose est sûre, mon amour, arrête pas d'écrire. Elle dit, faut pas que tu arrêtes d'écrire. Que tu mets dans tes romans, faut que ça sorte, là. Puis là, je dis, mais là, tu veux dire quoi? Tu veux dire que je serais un psychopathe si je n'écrivais pas? Elle dit, mais non, t'es pas un malade, c'est pas ça que je veux dire. Mais elle dit, c'est clair que la noirceur, le flot continu dont tu parles, qui est dans tes romans, ça vient de toi au départ, ça sort de toi. Alors, cette noirceur-là est en toi. Et si je la gardais en moi, je serais sans doute quelqu'un de plus déprimé, dépressif, pas très bonne humeur. Et la plupart des auteurs de romans policiers, de romans noirs, de romans d'horreur que je connais, c'est des gens qui, dans la vie, après ça, sont très, un peu comme moi, là, ils aiment rigoler, ils aiment avoir du fun, ils sont très hop la vie. Parce que le pire de l'être humain, on le met dans nos romans. Fait qu'on se débarrasse du pire et on a le goût de voir le mieux après. Parce qu'évidemment qu'on n'est pas des gens très optimistes sur la nature humaine. Je ne suis pas très optimiste sur la nature humaine. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que ça va bien aller. Non, je pense pas ça. Je regarde ce qui se passe dans le monde puis je vois vraiment pas aucune raison pourquoi croire que ça va aller mieux. Je m'excuse, je suis un peu déprimant, là, mais ça va mal, si, on va se le dire, là. Je veux dire, regardez ce qui se passe dans le monde, ça va super mal. Et mes enfants en sont conscients. J'ai des enfants de 20 ans et c'est la première fois, je trouve, qu'on a des enfants. Ma fille de 21 ans, elle veut des enfants,
mais elle se pose très sérieusement la question, est-ce que c'est responsable d'amener des nouveaux êtres vivants sur cette planète? Moi, à 20 ans, je ne me posais pas ces questions-là. Là. C'est nouveau, puis elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de ses amis qui se posent cette question-là. C'est quelque chose quand même. Là. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Fait que ce côté négatif-là que je vois sur les gens, puis on est chanceux. Là, on vit au Québec une des meilleures places à vivre en ce moment dans le monde. Ça, il ne faut pas oublier ça. Là. On chiale puis tout, mais est-ce qu'on est chanceux parce que ça va mal ailleurs en crime? Moi, c'est une place que je ne voudrais pas vivre, c'est aux États-Unis. Là. Jamais. Mais en même temps, je me dis, comme je mets ça dans mes romans, après ça, je veux voir le mieux. Je veux aimer ma blonde, je veux aimer mes enfants, je veux aimer mes amis, je veux prendre le mieux de la vie. Mais pour faire ça, je me débarrasse de toute cette vision-là noire que j'ai sur nous dans mes romans. Fait que ça crée une forme d'équilibre, je pense. Donc, en bout de ligne, l'écriture est une sorte d'exutoire, une sorte de thérapie. Clairement. Je pense que ça pour ma blonde, c'est clair. Puis je pense que les gens qui me lisent, ça peut avoir cet effet-là aussi. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, il y en a peut-être qui vont se reconnaître, qui me disent « Comment ça se fait que j'aime vos romans? Comment ça se fait que j'aime ça, lire ça? » Elle dit « C'est épouvantable. » Elle dit « Moi, d'habitude, je lis pas ça. Là, je lis vos affaires, puis ça finit mal, puis j'aime ça. » Elle dit « Comment ça se fait? Je m'en veux quasiment. » Bien, je pense que vous explorez un côté sombre de vous à travers mes romans, puis vous faites une vie d'ange d'huile. C'est pas très littéraire hein, comme image, pas très sexy. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. On se débarrasse du méchant. Il faut tout trouver un moyen de faire une catharsis comme ça. Il y en a que c'est dans le sport, il y en a que c'est dans des travaux manuels, il y en a que c'est dans la littérature. Fait que moi, je pense que tout ça est assez sain, en fait. Moi, quelqu'un qui dit « quelqu'un qui lit du Patrick Sénécal, ça va lui donner des idées pour tuer du monde », je pense que c'est simplifier beaucoup l'esprit humain de dire des choses comme ça. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de vouloir se lancer à écrire des romans? Je m'en rappelle pas. C'est-à-dire, je me rappelle pas de ne pas avoir écrit des histoires. C'est pas des blagues. Là. Même quand j'avais 6-7 ans, je dessinais des bandes dessinées sans bulles. Je savais pas écrire. Puis après ça, je me suis mis à faire des bulles. En 8-9 ans, je me suis mis à faire des petites bulles avec des mots dedans. Puis j'ai écrit mes premières histoires, et là, c'était des nouvelles, tu vois, parce que j'avais lu des nouvelles d'horreur à 11 ans, que j'aurais pas dû lire, mais bon, c'est pas grave. Et à 11 ans, je me suis mis à écrire mes propres histoires d'horreur. J'ai toujours eu besoin d'inventer des histoires. Ça vient de... Et personne chez nous faisait ça, là. Personne dans ma maison faisait ça. Aucun de mes amis faisait ça, là. Il y en a un qui s'est mis à faire ça avec moi à un moment donné parce que j'ai donné le goût. Mais je ne sais pas d'où que ça sort. Il n'y a rien dans mon environnement, quand je repense à mon enfance et tout ça, il n'y a absolument rien dans mon environnement qui m'a poussé à écrire. Il faut croire que c'était là depuis le début. Donc, dans Sur le seuil, il y a un peu de Thomas Roy dans Patrick Sénécal ou vice-versa. Oui. Thomas Roy, qui était un auteur qui était à ce moment-là beaucoup plus à succès que moi je l'étais. Il y avait peut-être un peu de fantasme aussi. Qui écrit des romans d'horreur. Ça, c'est intéressant parce que l'histoire de Thomas Roy, c'est que là, je vais peut-être dire un peu un punch pour Sur le seuil. Désolé, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas l'entendre. Thomas Roy, on va se rendre compte que oui, c'est un écrivain qui s'est coupé les mains, qui a voulu se suicider en se coupant les doigts parce qu'il se rend compte que ce qu'il écrit arrive pour vrai. C'est-à-dire que quand il y a une idée de roman, mettons qu'il y a une idée d'un gars qui se fait frapper par un char, 2 chars, il rentre dedans, puis il reste coincé dans le char, puis il se fait couper en 2 quasiment. Il y a une idée de scène comme ça. Ça va arriver en ville. Il va se promener en ville, puis il va être témoin de ça. Alors, ses idées se réalisent. Et comme il les voit, il se met à écrire ça de façon exceptionnelle parce qu'il a été témoin. Sauf qu'à un moment donné, il se rend compte, c'est terrible, ce que je pense arrive, je veux plus ça, là, moi je veux arrêter. Et à cause de ça, il essaie de se suicider. Des années plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un inconscient dans ce personnage-là. Celui dont tu viens de dire, oui, mais plus pété que ça encore, c'est que quand j'ai écrit Sur le seuil, j'avais déjà 2 romans d'écrits. J'avais 51-50 rue des Ormes et Le Passager. Puis je commençais à faire des conférences, pas beaucoup, là, je n'étais pas connu encore, mais il y avait des gens qui me disaient dans la salle des fois, « Vous n'avez pas peur que vos romans donnent des idées aux gens? » Ça fait 27 ans que j'entends ça. À ce temps, ça ne m'énerve plus pas en tout. Je sais quoi répondre. Mais à ce moment-là, ça m'ébranlait un peu. Puis je me disais, ça se peut-tu que mes romans donnent des mauvaises idées? Et je me rappelle d'avoir rêvé une nuit à une scène de Sur le seuil. J'ai rêvé que je rentrais dans une église, puis il y avait des gens qui se faisaient torturer de chaque côté de moi, mais je ne regardais pas, mais je le sentais. Et en avant, il y avait un prêtre qui était devant un gars attaché. Puis il a dit, c'est une des scènes les plus marquantes ou à peu près du roman. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai rêvé une scène d'un de mes romans. Là.
Et le prêtre, il me dit à moi, il dit, toi, tu écris des romans d'horreur, tu écris sur la violence et la souffrance, mais tu sais pas de quoi tu parles. Et là, il rentre des tubes. Hey, j'ai rêvé à ça, là. Écoutez, il faut le faire. Vous ne croirez pas ça. Il rentre des tubes dans le nez, dans les yeux du gars, puis il rouvre une machine à acide qui se met à aller dans le gars, puis l'acide, il sort de partout. Et moi, dans mon rêve, je ne ressens pas la souffrance, parce qu'on ne ressent pas la souffrance dans les rêves, hein? Mais je la comprends, je la saisis de façon tellement épouvantable que je me suis senti... C'est épouvantable, moi, je me sentais. Et quand ça a été fini, quand le gars est devenu une flaque humaine, le prêtre, il m'a regardé, il a dit, « C'est pas c'est quoi souffrir, mais watch-toi bien, parce qu'on va te le montrer bientôt, c'est quoi. » Et je me suis réveillé là-dessus. J'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur, et ça m'a donné l'idée sur le seuil, et je pense que Thomas Roy, qui veut plus écrire parce que ses idées arrivent, c'était ma culpabilité de me dire, est-ce que mes romans donnent des mauvaises idées aux gens? Je pense qu'il y avait cette métaphore-là très inconsciente. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. J'ai une psychologue qui est comme blonde, j'ai parlé à plein de psychologues dans ma vie, et il n'y a pas un psychologue qui va dire sérieusement qu'un roman peut transformer quelqu'un en assassin. C'est pas vrai, ça. C'est plus compliqué que ça, le minding, là. Fait que maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Parlons mécanique d'écriture. Comment on fait pour structurer un personnage de A à Z et de le développer? Moi, je suis très instinctif. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup à l'instinct. Oui, je fais un plan et tout ça, mais je vais développer. Une fois que j'ai mon idée de roman, tout ça, là, je vais développer les personnages. Puis oui, je vais leur créer une personnalité et tout ça. Je leur crée une personnalité au départ parce qu'après ça, c'est cette personnalité-là qui va me guider pour l'histoire et pour ce qu'ils vont faire. Évidemment, si pendant le roman, à un moment donné, mon personnage, il doit faire tel geste, puis je me rends compte qu'il ne peut pas faire ça parce que la manière que je l'ai créé, ça n'a pas de sens qu'il fasse ça. C'est pas logique. Là, il y a des auteurs qui vont vous dire, ben tant pis, il va le faire pareil, puis ça va changer mon histoire. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je vais changer mon histoire pour qu'il puisse le faire. Je vais changer mon personnage pour qu'il puisse faire ce que je veux qu'il fasse dans l'histoire. Le boss, c'est moi. Moi, les écrivains qui disent, c'est mes personnages qui décident, moi, je n'embarque pas là-dedans. C'est moi qui décide. Mais je vais quand même créer des personnages qui vont faire mon affaire, pour qu'ils puissent poser les gestes logiques qu'ils doivent poser. Alors, je ne ferai jamais faire à un de mes personnages un geste que ça n'a pas d'allure qu'il fasse parce qu'il n'y a pas la personnalité pour le faire. Mais je vais m'arranger pour le créer pour qu'il puisse faire ça. Puis, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de créer un personnage. Puis en plus, il faut se mettre à leur place quand il arrive des choses. Il faut que je me mette à la place du personnage. Je te l'ai dit, je ne me mets pas à broyer quand il y a de la peine. Je ne me mets pas... Mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'il devrait faire à ce moment-là, qu'est-ce qui serait logique qu'il fasse dans telle situation. Puis j'essaie de le faire le plus honnêtement possible. Il n'y a pas de technique. C'est ça, c'est très instinctif. C'est essayer de se mettre à la place du personnage le plus possible. Avoir de l'empathie pour son personnage. Pas nécessairement de la sympathie, mais de l'empathie. Donc, la fin du roman n'est pas nécessairement prédéterminée au moment de commencer à écrire. Oh oui. Oh oui. Ah oui? Oh que oui. Elle est très, très, très... C'est ça. Je ne peux pas commencer un roman sans savoir comment ça va finir. Alors, c'est pour ça que mon personnage, dès le départ, il faut qu'il se rende là. Puis si en cours de route, je me rends compte qu'il dévie parce que, finalement, il n'y a pas la personnalité que je voulais, bien, je vais le changer. Je vais y amener... Je vais recommencer des affaires pour qu'il en arrive, là. Non. La fin est décidée, puis elle ne changera pas. J'ai jamais changé une fin de roman. Celui que je suis en train de faire en ce moment, c'est spécial. Je savais... La fin n'était pas claire pendant que je le faisais, puis ça m'était jamais arrivé. Mais ça marche avec le thème du roman. Ça pouvait fonctionner. Finalement, ça ressemble à ce que j'avais imaginé, mais c'était pas précis. Mais non, moi, je suis pas capable de commencer un roman sans savoir comment ça finit. Ça serait extrêmement trop angoissant. Comment on guérit le syndrome de la page blanche pour Patrick Zaneca? En faisant un plan. En faisant, justement, en sachant où est-ce que je m'en vais dès le début. Ça n'arrive jamais, pendant que j'écris un roman, de dire où est-ce que je m'en vais. Ça m'arrive pas. Ce qui m'arrive, par exemple, c'est d'avoir un problème de dire « Asti, je pensais que ça marche pas, ça. Dans mon plan, ça marchait. » Puis là, t'arrives à l'écriture, puis tu fais « Non, ça marche pas. Pourquoi dans le plan, ça marchait, puis là, ça marche pas? » Ça arrive souvent, là. Fait que là, là, c'est pas une page blanche, mais c'est comme un frein. C'est comme tu mets le pied dans un piège à ours. Là. Tu marchais dans ta forêt, ça allait bien, là, puis là, pow! Tu pognes un piège, puis là, t'es pogné avec le piège. Comment on va faire pour me dépêtrer de ça? Et là, souvent, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais prendre des marches. Ça, c'est nouveau depuis une couple d'années. Avant, je faisais pas ça. Je me couchais dans le divan chez nous, les deux pieds dans les airs, puis je réfléchissais. Ma blonde était au désespoir. Elle dit « Bouge un peu ». Puis elle avait raison, d'ailleurs. Puis c'est Justin Tachereau, un de mes amis, qui est aussi écrivain, qui me dit « Moi, je marche, Patrick. Je prends des longues marches, puis ça débloque le cerveau. C'est effrayant. » Puis j'ai essayé ça, et il a raison.
chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que je vais prendre une marche, puis que je reviens, ça a marché. Ça a toujours débloqué. Puis j'ai lu des études là-dessus là, qui montrent qu'effectivement, quand tu marches, ça oxygène le cerveau, ça fait débloquer plein d'affaires. Scientifiquement, tout ça est vrai. Ce n'est pas un effet illusoire. Et ma blonde est heureuse parce que je bouge. Fait que voilà, tout le monde est content. L'écrivain est content, la blonde est content, Alouette, voilà. À quel rythme Patrick Sénécal réussit-il à écrire? Patrick Sénécal vieillit, fait qu'il écrit de moins en moins d'heures par jour. Avant, je pouvais écrire 8 heures dans la journée. Je suis plus capable de faire ça. C'est plus possible. Ça arrive de temps en temps, mais c'est plus dans les fins de roman, là, quand j'achève, que je suis bien énervé. Là, on dirait que je trouve une énergie de fou. Mais quand j'avais 30 ans, là, je pouvais écrire. Je me rappelle, j'allais au chalet de ma blonde. Là, j'écrivais les 7 jours du talion. Là. J'allais au chalet de ma blonde. Je commençais à écrire à 8 heures le matin. 8h30, mettons, 9h, en tout cas, 8-9h. Et j'arrêtais à 6h le soir. J'arrêtais 3/4 d'heure pour aller dîner au village. C'est les seuls mots que j'ai de la journée. C'était un hamburger et une frite, s'il vous plaît. Puis après ça, je me sacrais dans le lac l'après-midi pendant 15 minutes. Et j'écrivais là non-stop. J'écrivais des fois 20 pages. Ce n'est plus possible. Je ne peux plus faire ça. Le cerveau va me couler par les oreilles. Comme j'ai dit ça. Non, je peux plus. Fait que j'écris le matin maintenant. Je me dis, écris 2000 mots. Écris 2000 mots. Puis s'il est rendu 1h l'après-midi et tu n'as pas fini, continue. Écris tes 2000 mots. Puis des fois, j'ai fini à 11h mes 2000 mots. Puis là, je me dis, écris jusqu'à midi au moins. Puis là, j'écris jusqu'à midi. Fait que j'essaie d'écrire à peu près 4 heures par jour. J'y arrive souvent. Des fois, je me trouve des maudites bonnes raisons pour ne pas y arriver parce qu'on est bien bon pour se... Tu sais, quand tu es écrivain à temps plein, là, c'est rendu ta job à temps plein. L'être humain est fait ainsi qu'il se trouve toujours toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas faire sa job à temps plein. La job pour laquelle tu es payé et que tu vis, là, même si c'est la plus belle job au monde d'écrire, là, tous les matins, ça serait facile de trouver une bonne raison pour ne pas écrire. Mais ça, il faut combattre ça, parce que sinon, tu sais, le mythe de l'écrivain, là, je n'écris que lorsque je suis visité par la muse. Bien, si tu écris juste dans ces moments-là, tu vas écrire 5 jours par année. Parce qu'en te réveillant le matin, la muse n'est pas là. Fait que tu te bottes le cul, tu te mets devant ton ordinateur, puis tu écris. Puis c'est de plus en plus dur en vieillissant parce que tu es de plus en plus exigeant. T'sais, quand tu écris tes 2 premiers romans, 3 premiers romans, tu es en train d'écrire ton roman, tu fais « Wow, je suis en train d'écrire un roman, c'est extraordinaire! » Tu t'épates toi-même. Tu fais « Wow, c'est mon c'est que je suis hot! » Mais là, quand ça fait 26 ans que tu écris, puis tu écris ton 18e roman, tu n'es plus en train de dire « Wow, c'est extraordinaire! » Tu fais « Qu'est-ce que m'a faire pour ne pas me répéter, pour que ça soit la même affaire, puis de pas dire... » Mais il me semble que j'ai dit ça souvent, ce genre de phrase-là. Mais il me semble que je me répète. Et là, tu es très, très, très exigeant. Ça fait que c'est plus tough écrire qu'au début. Mais c'est encore le plus beau métier du monde. On s'entend là-dessus. Ça, c'est clair. On va s'attaquer maintenant à Flow, le plus récent paru, parce que là, on comprend qu'il y en a un autre qui paraîtra prochainement. À l'automne, oui. À l'automne. Donc, Flow, plus récent ouvrage, on explore un aspect qui n'a pas été souvent abordé dans la littérature québécoise. Développement, disons-le, d'une psychopathe à partir de l'enfance. Comment on en est venu à écrire du point de vue d'une enfant de 8 ans? Pour moi, le seul intérêt de ce roman-là, c'était ça. La motivation première, c'était ça. J'y ai pensé, je me rappelle quand j'avais fini mon autre roman d'avant, qui était ceux de là-bas. Puis là, je pensais à un autre roman, puis là, je prenais mes marches, là, comme je te dis. Là, je prenais mes marches pour réfléchir, attendre qu'il y ait de la visite. Moi, j'appelle ça de la visite, là, quand la visite arrive. Là. Des fois, il y a de la visite qui arrive, qui est plate, puis elle s'en va. Des fois. Ça, c'est la plupart du temps. Et des fois, il y a de la visite qui arrive, puis elle est le fun, puis elle reste là, puis elle invite d'autres mondes, puis là, il commence à avoir beaucoup de visites. Puis là, c'est là que c'est le temps de faire un plan. Fait que là, je me promenais, j'attendais de la visite, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce que c'est une idée évidente, puis un peu cliché, parce qu'il y a des clichés, on y pense facilement, rapidement. Il faut s'en méfier, d'ailleurs. J'ai dit, ça serait le fun de faire un roman sur de intériorité d'un psychopathe. Et là, je me suis tout de suite dit, ben oui, c'est original, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Waouh, quelle nouvelle idée, l'intérieur d'un psychopathe. Wouh, c'est nouveau. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire pour amener quelque chose de nouveau avec ça, là? Et là, je me suis dit, il faut le mettre jeune. Le plus jeune que tu peux descendre, un psychopathe, c'est quel âge? Là, je me mettais à descendre. Là, j'étais rendu à 8 ans. Je dis, tabarnouche, 8 ans, je suis capable de soutenir ça. C'est-tu possible de rendre ça crédible? Là, je descendais, je me suis rendu à 6 ans. J'ai dit, non, 6 ans, ça se peut pas, c'est too much. Puis là, 8 ans, j'ai fait des recherches sur le développement de l'enfance à 8 ans, où est-ce qu'il est rendu dans sa tête. Je me disais, peut-être que ça se peut. Et surtout, je me dis, comment faire pour être de son point de vue le plus possible? Et c'est là que j'ai pensé à l'écriture de son journal intime. Et je me suis dit, OK, là, ça va être intéressant de voir
comment dire, pas la contradiction, mais le clash, le décalage entre l'écriture très, très naïve, très cute, très tralala. Je suis une petite fille de 8 ans, puis elle a plein de répétitions, elle est très naïve dans son écriture. Regarde si elle est maladroite. Oh, c'est tout mal écrit, mais c'est cute. Mais asti, c'est une folle. Elle est complètement folle. Elle fait des choses épouvantables. Fait que t'es comme partagé entre les deux. D'un côté, tu dis OK, cute. De l'autre, non, elle est folle. Puis elle s'en rend même pas compte qu'elle est folle. C'est ça qui est terrible. Et ça, ce décalage-là, il était possible grâce à son point de vue. Je pense que ce roman-là, s'il avait été écrit avec un narrateur au Hill, je pense que si on avait juste raconté Florence fait telle affaire, Florence, ça n'aurait jamais été aussi intéressant. Je pense qu'il fallait voir son point de vue très naïf pour rendre le roman encore plus horrible. Comment on le prépare, ce roman-là? Parce que c'est quand même particulier, là. C'est de mettre le pire de l'humain, mais dans ce qui est normalement le plus naïf, le plus innocent, un enfant. Ouais, mais là, il fallait créer le personnage beaucoup d'avance, justement, là, parce que... Puis rapidement, j'avais beau lui donner des parents tout croche, un père violent avec sa mère et des fois avec elle, qui est conspirationniste aussi. J'avais beau lui donner une mère aussi un peu alcoolique, qui l'aime, mais qui l'aime mal, qui fait écouter des films d'horreur à partir de 8 heures, des films d'horreur le soir jusqu'à minuit, ça n'a aucun bon sens. Ça ne fait pas tout expliquer qu'elle soit comme ça. Fait que je me suis dit, il faut qu'elle ait un problème de santé mentale, mais je ne veux pas en parler. Je ne veux pas que le roman devienne ça. Je ne voulais pas nommer une maladie précise puis être obligé de faire des recherches là-dessus. Alors, comme c'est elle, la petite fille, qui entend parler de ça, elle comprend pas trop. Fait que des fois, elle entend son père dire à sa mère, ça fait 3 ans qu'elle est supposée prendre des médicaments, puis tu veux pas qu'elle en prenne. Tu vois bien qu'elle est bizarre, notre fille, il faut y en donner des médicaments, puis tout ça. Le docteur le dit. La petite fille a dit, qu'est-ce que c'est des médicaments? Je suis pas malade, j'ai pas le rhume, je tousse pas. Pourquoi papa veut que je prenne des médicaments? Et là, on comprend que c'est de la santé mentale, mais on sait pas c'est quoi. Puis la mère a dit, non, elle a pas besoin de médicaments, elle a juste besoin d'amour. Bon, elle l'a pas, là. Ils l'ont pas ni l'un ni l'autre, là, t'sais. Fait que, donc, en lui donnant une base de santé mentale, je fais faire, OK, au moins il y a ça. Mais après ça, c'était trouver des motivations pourquoi qu'elle va devenir violente. Parce que moi, je ne voulais pas faire une enfant maléfique. Je voulais pas faire l'enfant qui, le matin, fait « je vais tuer des gens ». Puis que quand elle tue quelqu'un, elle fait un petit sourire maléfique. Je trouve ça bien niaiseux, ces affaires-là. Fait que je voulais elle a une raison. Elle se donne des... Elle a sa propre logique d'enfant. Pourquoi elle fait ça? Puis quand elle fait ça, c'est un peu maladroitement. Elle a 8 ans. Elle ne peut pas ouvrir elle peut pas prendre une chainsaw et aller courir après le monde avec une chainsaw. Elle a 8 ans. Fait qu'il fallait qu'elle fasse ça de façon un peu maladroite, un peu tout croche. Et elle avait des motivations. Là, je ne vous expliquerai pas ici pourquoi, mais ça a rapport à la confiance. Elle trouve que les gens qui ne lui font pas confiance, qui ont trahi leur confiance. Bref, il fallait construire ça. Fallait pas que ce soit un enfant qui, à la page 8, se met à torturer du monde. C'est niaiseux, ça. Fallait faire une montée psychologique. Et la première moitié du roman, c'est presque juste ça. Là. Oui, c'est toute cette montée-là. Mais on voit dès le départ qu'elle est bizarre. Mais on s'y attache à cette petite fille-là. C'est ça qui est le pire. Fait que quand elle fait ces choses épouvantables, on fait « Oh non, pauvre petite fille, elle a juste besoin d'aide. » Mais en même temps, elle est folle. Fait que j'aimais ce contraste-là. J'aimais ce rapport-là que le lecteur avait avec la petite fille de dire « On veut la protéger, mais en même temps, enfermez-la, ça n'a pas de bon sens. » Ça, je fais ça bien le fun à explorer. À la fin de Flo, on voit réapparaître un personnage qui est déjà apparu à d'autres fois. Faut pas dire qui. On ne dira pas. Okay. On dira pas qui. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à une suite à Flo où ces deux personnages-là se retrouveraient à être unis? J'ai pas bien le choix, là. Je me suis un peu peinturé dans le coin avec la fin de Flo. Puis je me rappelle quand je l'ai faite, quand j'ai eu l'idée du punch. Puis je sais que c'était un bon punch, là. Puis je sais que j'entendais mes fans être heureux là, quand je l'ai écrit. Je dis, ils vont capoter là-dessus. Tu sais, des fois, on sait comment ça marche, là. Mais j'ai pas fait pour les fans, j'ai fait pour moi parce que je trouvais que ça allait tellement bien, que c'était tellement une bonne idée. Mais je savais que mes lecteurs seraient contents aussi. Mais pendant que j'ai pensé à ça, je me disais, attention, là, si tu fais ça, t'ouvres une porte pour une suite, là. T'as pas ben le choix, là. Tu peux pas mettre ces deux-là ensemble à la fin et faire c'est fini, on n'entendra plus parler. Ça se peut pas, là. Fait que j'ai assumé. Fait que j'ai fait OK. Puis j'ai aucune idée de ce qui va se passer, là. J'ai vraiment aucune idée, là. Mais ce que je veux, c'est faire une suite, mais plus tard. Je veux les laisser, surtout Flo. Je veux laisser vieillir Flo pour la reprendre dans quelques années. Je ne veux pas la reprendre à 8 ans, là, à l'âge qu'elle est là. Je veux attendre de voir un peu comment elle va évoluer et surtout qu'est-ce qu'ils vont devenir, ce duo-là. Il y a beaucoup de possibilités. Mais j'ai hâte de la faire. Ça risque de faire mal, en tout cas. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Dans quelques années. Tant qu'à être dans les personnages qui rejaillissent, est-ce que ça se pourrait que Antoine
Le fils de Jeanne dans Sur le seuil, qu'on le pense voit pas. réapparaître un jour? Je pense pas. Honnêtement, de tous mes autres personnages, je vois pas de suite intéressante à faire. Faut jamais dire jamais, là. Je peux avoir Parce un qu'il serait plan. quand même rendu âgé de 24 ans aujourd'hui. Oui, mais imagine, là, faire une suite de Sur le seuil. Qu'est-ce qui arriverait, là? Là, le gars qui est né de cette horreur-là, il a 24 ans. Il se met à avoir lui aussi des rêves. Il se met à recommencer à faire des cauchemars comme son père. C'est plate. C'est la même affaire que le premier. C'est ça le problème des suites. C'est qu'ils refont la même affaire que le premier, mais avec plus d'horreur, plus de... C'est pas très intéressant. Faudrait que je trouve une maudite bonne idée. Ça se peut, là, que je la trouve, là. Tu sais, comme la suite de Flo, ça sera plus Flo, là. Ça va être autre chose complètement. Malphas, il y en a qui me disent Malphas, le personnage de Grac, Julien Grac, celui qui parle tout croche. Là, bon, le monde l'a bien aimé, ce personnage-là, puis moi aussi, là, il est bien attachant. Ils m'ont dit est-ce qu'il pourrait revenir dans un roman, Julien Grac? Puis je me dis oui, ce serait fun qu'il revienne, mais je peux pas le faire revenir dans un roman sérieux. C'est impossible. La manière qu'il parle, c'est trop drôle. Faudrait que je le remette dans un livre humoristique, que je vais peut-être faire un jour, parce que j'en ai fait de l'humour. Malphas, c'est une série humoristique d'horreur, là. Fait que il y a Michel là, qui est celle qui revient le plus souvent parce qu'elle évolue, c'est ça qui est intéressant. C'est un personnage que j'aime suivre dans son évolution. Mais je vois pas beaucoup d'autres personnages avec qui je pourrais faire ça, sauf si j'ai une idée. Un rêve d'auteur qui serait à réaliser, ce serait quoi? Ben, de réaliser un long métrage moi-même à partir d'un de mes romans. J'ai fait de la réalisation, j'ai réalisé j'ai co-réalisé la web-série La Reine Rouge. J'ai réalisé un des épisodes de Patrick Sénécal présente. Il y a un des épisodes que c'est moi qui l'ai réalisé. Fait que réaliser un long métrage, j'aimerais ça. C'est de la job, c'est fou parce qu'au Québec, on n'a tellement pas d'argent, on n'a tellement pas les capacités qu'on devrait avoir pour faire un film. Mais j'aimerais ça pareil. Ça serait réalisé à Alice, mettons, en film. Ça, je triperais en tabarnouche, mais je pense que je rêve un peu en couleur. Là, on vient de me faire signe qu'il reste 10. On est vraiment... On peut pas dépasser, là. C'est sûr. On peut. Dépasser 8 heures? Parce que... moi, je peux pas dépasser 8 heures. Je peux pas dépasser 8 heures. Bon, on a réglé la question. C'est l'auteur lui-même qui Une minute ou deux, oui, mais j'ai d'autres choses. Ben, on a dit qu'on l'aborderait justement depuis 2021, février. Il y a la série Patrick Sénécal présente, qui est présentée d'abord sur Club Illico, maintenant sur Addict TV. Comment ça s'est présenté, ça s'est développé, ce projet-là? Je vais répondre plus vite, comme ça tu vas avoir le temps de passer à travers tes questions. Je sais que j'ai une grande gueule et que ça n'a pas d'allure. Ça, c'est peut-être le prof en moi aussi. Comment c'est développé? Écoute, c'est même pas moi qui ai eu l'idée. C'est Michael Mosca, qui est un des coproducteurs de la série, qui m'a approché et m'a dit qu'est-ce que tu dirais si on faisait une série qui s'appelle Patrick Sénécal présente? J'ai fait comme Hitchcock. J'ai tout vu le. Oui. Il dit oui, exactement. Puis ça même toi au début qui présenterait les épisodes. Lui, au début, il voulait faire ça de manière humoristique, comment je les présente. Comme Hitchcock, c'est humoristique. Puis ça serait des demi-heures, des histoires d'horreur ou de thriller, bon, peu importe, mais une demi-heure. Comme Hitchcock, là. Crime, j'ai trouvé l'idée intéressante. Fait que j'ai écrit des épisodes. On a présenté ça à TVA. Ils ont balancé ça dans le Club Illico. Ils ont bien aimé l'idée. Et le réalisateur, Stéphane Lapointe, lui, il a dit « Oui, j'aime ça. J'aime qu'on présente, que ce soit Patrick qui présente les épisodes, mais pas de manière humoristique. J'aimerais ça que ce soit un peu plus dark, un peu plus... et c'est lui qui a amené l'idée qu'on me voit écrire dans mon bureau au début, puis que après ça, je présente l'épisode dans un faux bureau, là, qui n'est pas le mien du tout, là. Fait que voilà, c'est comme ça que ça s'est développé. Jusqu'à maintenant, il y a 3 livres qui ont été adaptés pour le grand écran, Sur le seuil, 5150 rue des Ormes, les 7 jours du Talion. Est-ce qu'il y a des projets qui sont actuellement en développement pour d'autres? C'est des projets, mais ça veut tellement rien dire, un projet au Québec de film, où il y a quelqu'un qui a pris les droits de... Je peux pas dire qui, parce que c'est pas assez sûr, mais il y a quelqu'un qui a pris les droits, il aimerait ça faire une série avec L.com. Puis il l'a même envoyé à Netflix. Et Netflix ont dit « Waouh, c'est très bon, c'est très intéressant, mais malheureusement, on vient de faire une série qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ça. » Laquelle vous pensez qu'il parle? Moi, je le savais, là, je l'ai vu venir. Quand j'ai vu cette série-là, j'ai même des lecteurs qui m'ont dit « Crime, ça ressemble à L.com. » C'est, voyons comment ça s'appelle, là. La série coréenne Squid Game. Oui, Squid Game. Squid Game, là, il y a des affaires là-dedans qui ressemblent à L.com, là. Payer des riches qui payent pour avoir le droit de faire... Netflix a dit, on a une série qui ressemble à ça. Fait que là, ça n'a pas marché. Il y a un projet aussi sur le vide, mais ça fait des années et des années. Je ne sais pas si ça va un jour débloquer. Fait que c'est des projets qui ne vaut pas la peine trop. J'en parle pas beaucoup parce que c'est trop incertain. La seule affaire que je suis sûr, c'est que j'ai un roman qui sort cet automne. Ça, c'est la seule affaire que je suis sûr. Pendant qu'on est dans le monde cinéma,
Patrick Huard, Marc-André Grondin, Claude Legault, 3 grands acteurs québécois qui ont campé des rôles. Est-ce qu'on s'imaginait en écrivant ces rôles-là qu'un jour, peut-être, qui camperait ces rôles-là? Faut pas penser à ça quand tu écris. Faut pas que tu penses à qui pourrait jouer dans ton film. Faut pas que tu penses que ça peut devenir un film. Parce que si tu penses que ça peut devenir un film, ça va pervertir ton écriture. Tu n'écriras plus comme un roman, tu vas écrire comme un scénario. Puis c'est pas pareil. Là. Un scénario et un roman, c'est 2 affaires différentes. Le roman permet beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'intériorité, tout ça. Fait que quand je me suis mis à faire des films sur mes romans, le piège que j'avais devant moi, c'était est-ce que tu vas me mettre à écrire tes romans en pensant que ça va devenir un film? Et je pense que j'y ai échappé à ce piège-là. Parce que quand on regarde tous les romans que j'ai écrits, oui, c'est très visuel, oui, il y a beaucoup d'action, mais il y a beaucoup de choses dans mes romans que clairement, on ne peut pas faire de film là-dessus. Clairement, là. Il y a des scènes dans L.com que c'est impossible de voir ça dans un film. Oubliez ça, on verra pas ça, en tout cas pas au Québec. Il y a des intériorités aussi, il y a des personnages. Malface, comment tu veux faire un film avec Malface au Québec? On n'aura jamais l'argent pour faire ça. Contre Dieu, c'est pas évident parce qu'on est toujours dans la tête du personnage. Fait que je dis pas que c'est impossible, mais je dis que je les ai écrits comme des romans et je ne voulais pas penser que ça pouvait devenir des films. Évidemment, après ça, quand on propose de faire un film, tu fais « wow », puis là, tu te mets à imaginer « wow, quel acteur, quelle actrice pourrait faire ». Puis c'est sûr que quand on m'a proposé Michel Côté pour... sur le seuil, j'ai fait Michel Côté, wow, c'est tout un comédien, puis en plus il est super fin. Puis après ça, plus tard, Patrick Huard. Patrick Huard, il n'avait pas fait encore à ce moment-là de film très sérieux. Il n'avait pas fait de film sérieux, il était surtout humoriste. Oui. Fait que c'était pas évident de prendre Patrick Huard, là. Puis il est venu faire une audition. Aujourd'hui, Huard ne ferait plus d'audition pantoute, là. Mais à l'époque, il a fait une audition, puis il a fait une maudite bonne. Fait qu'on l'a pris parce que, il y en a qui disent, vous avez pris parce qu'il était connu. Non, on l'a pris parce qu'il était... Il a fait une crise de bonne audition. Il est devenu Thomas Roy. Puis il est devenu Thomas Roy, oui. Puis je le vois encore, Patrick, puis j'y en reparle. Je dis, t'avais fait une maudite bonne audition. Il dit, ouais, tu te rappelles-tu? J'étais arrivé avec les mains bandées comme j'avais les doigts coupés. C'est le seul qui a fait ça. Fait qu'il s'est mis dans le personnage dès le départ. Puis bon, après ça, on a eu Normand D'Amour dans 55 ans, Marc-André Grondin, comme dit Claude Legault, qui était un acteur. Fait que oui, j'ai été très gâté, en fait, par les films qui ont été faits de mes romans parce que j'avais des castes. En même temps, on voulait aussi prendre du monde moins connu parce que c'est le fun de faire découvrir des gens. Sur le seuil, on a pris Jeanne, Catherine Florent qui faisait l'infirmière, 51-50 rue des Ormes, celle qui fait Michel, n'était pas connue à ce moment-là. Mylène Saint-Sauveur. On a pris aussi Sonia Vachon qui était connue mais qui faisait juste des rôles comiques. Tu sais, elle faisait oui. Comme elle a dit elle-même, elle dit, moi je trouve la grosse drôle. On me prend pour faire la grosse drôle. Elle dit là, elle lisait le scénario, puis elle disait, mais c'est jamais dit que je suis grosse, quoi. Ben, elle dit, on s'en fout, c'est pas ça le but, là. Fait que si vous me prenez pas pour mon physique, on a dit pas pantoute, on te prend parce que t'es bonne. Fais-nous une bonne audition. Elle capotait, elle était tellement contente de faire un rôle qui ressort de ce qu'elle faisait d'habitude, puis elle est bonne, c'est hallucinant. Elle est en nomination d'ailleurs pour un prix Jutra à l'époque, dans le temps que ça s'appelait Jutra. Elle est en nomination aussi pour un prix canadien, je ne me rappelle plus le nom des prix. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Fait que oui, et les acteurs jouent dans ils font des films qui normalement on ne fait pas souvent au Québec, fait qu'ils ont bien du fun à faire ça. Reste 2 questions. L'avant-dernière, en participant au Salon du Livre, que ce soit ici ou ailleurs, qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on a envie de retrouver quand on va dans les salons du livre? On veut retrouver les lecteurs et les auteurs et les autrices. On veut retrouver les deux. On veut retrouver les lecteurs parce que le seul moment... Le métier d'écrivain, c'est un métier solitaire à mort. Tu écris tes romans tout seul, puis quand les gens les lisent, ils les lisent tout seul. Fait que tu n'es jamais en contact avec tes lecteurs. T'sais, un comédien, à la limite, il peut aller à la première de son film, il peut aller dans la salle de cinéma puis regarder le monde réagir devant son film. Puis il y a des comédiens qui font ça. Un peintre peut aller voir le monde regarder sa peinture. Un chanteur, le chanteur, il y a une interaction directe dans un spectacle pendant qu'il chante. Un écrivain, jamais. Jamais. J'aimerais ça, moi, aller lire au-dessus de l'épaule de quelqu'un, voir comment il réagit, mais c'est impossible, évidemment. Alors, le seul moment qu'on peut avoir une interaction et un feedback de nos lecteurs et nos lectrices, c'est ici. C'est dans des salons du livre ou dans des conférences dans les écoles, mais c'est tout. C'est des boosters d'énergie hallucinants parce que vous venez toujours nous dire que vous nous aimez. C'est rare, les gens qui vont dans des salons du livre pour dire « Toi, je t'haïs. Toi, tes livres, là, j'haïs ça pour mourir. Merci, bye. » Puis il s'en va. Pas ça qui arrive, là. Le monde... Parce que si ça m'arrivait, je serais un peu perplexe. Les gens qui viennent te voir dans les salons, c'est parce qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils aiment ce que tu as fait puis ils viennent t'encourager. Fait que tu sors d'ici, là, puis tu es boosté à l'énergie. Puis en plus... Ben, on voit nos amis auteurs et autrices, parce qu'on les voit pas si souvent non plus. Fait qu'on fait la fête entre nous. C'est rien que du bonbon, les salons du livre. C'est juste du gros fun. Et là, Patrick Sénécal vient d'en parler, faire la fête entre eux.
le Salon du Livre a organisé quelque chose spécifiquement pour Patrick Sénécal. Et ça, j'étais très impressionné de l'apprendre parce que j'aurais jamais pensé ça. Patrick Sénécal est un maniaque de karaoké, mesdames et messieurs. La première chanson Maniaque ce soir solide. au Motel Louise qui sera interprétée par Patrick Sénécal, c'est quoi? Vous voulez que je le dise? Ben oui. Ça va être, écoute, ça va être sûrement, je pense que ça va être en Don't You Forget About Me de Simple Mind. Ouais. Ah. Je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Puis après ça, il va y avoir du Metallica, c'est On sûr. retourne, puis, on retourne à Breakfast Club. On retourne à Breakfast Club, c'est ça. Puis c'est une tune qui est le fun à chanter. Non, non, moi, je suis un magasin de karaoké. Je suis pas le seul. On est une couple ici dans Hugo Meunier aussi, qui est un fourrel. Tous les deux dans un karaoké, il faut nous attacher. Là. Fait que, ouais, ça, c'est mon côté le fun. Voyez-vous, comme je disais tantôt, si j'écrivais pas de l'horreur, peut-être que je ferais « Ah, le karaoké, non, c'est ridicule. » Mais là, je me défoule, je fais un fou de moi des karaokés, puis ça me dérange pas pantoute. Patrick Sénécal, un énorme merci pour Merci à cette toi, heure Phil. qu'on vient de pouvoir passer ensemble. Merci beaucoup. On vous invite, mesdames et messieurs, à continuer à venir ici au Salon du Livre. Ça se termine dans la prochaine heure pour aujourd'hui. Demain, ça réouvre les auteurs-autrices qui seront toujours là. On vous invite aussi à lire le plus récent livre de Patrick Sénécal, Flo, paru aux éditions À lire, bien entendu. Donc, merci encore. Et à venir au karaoké, Ben oui. au Motel Louise. Motel Louise ce soir. Voilà. Merci à notre Merci président à toi, d'honneur. Philippe. Merci. Au plaisir. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.